Sud Radio Sarraul, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche soir. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Salut mon Pierre. Coucou ma loulou, comment ça roule? Ça roule très très bien. On a un super programme ce soir avec d'ailleurs dans quelques minutes Pauline Déroulède que tu connais bien. Oui, une amie au-delà de son accident terrible qui malheureusement a fait que derrière elle est maintenant en fauteuil, handicapée. Eh bien il y a une belle histoire derrière parce qu'elle est très engagée dans la sécurité routière et très engagée aussi dans le sport parce qu'elle est en passe peut-être, en tout cas c'est son objectif et on lui souhaite. C'est une belle médaille aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et elle sera avec nous pour nous parler aussi de son combat pour que la sécurité routière soit pour tous. Et puis nous aurons aussi un rendez-vous, vous le savez, tous les dimanches soirs aux alentours de 18h50. Vous avez la parole pour échanger avec Pierre. Vous venez en direct au 0826 300 300 pour débattre d'un sujet qui vous touche sur la route. Et bien ce soir, il y aura 2 rendez-vous, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer à nous appeler dès maintenant et on va vous demander si demain vous aviez l'occasion de discuter avec le futur président de la République, que lui demanderiez-vous en rapport évidemment avec la route? Mais tout de suite, le sujet que vous aimez parce que 40 millions d'automobilistes l'a bien pointé cette semaine et la semaine dernière. Et si on venait au retour aux 90 km/h? Sud Radio Sarraul, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Pour ou contre le retour du 90 km/h sur le réseau secondaire, on en parle aussi avec vous. On vous attend au 0826 300 300 et on en profite pour accueillir notre invité, Pierre Bernard Darniche, monsieur le pilote de rallye dont on parle plus, qu'on ne présente plus, mais dont on parle beaucoup parce qu'on l'adore. Salut Bernard. Salut Laurence, salut Pierre. Retour à tous. Ah ouais, retour aux 90 km/h, mais Kezako? Alors, tout simplement parce que c'est en passe d'être fait. Mais d'être fait, où ça? Sur les plus grandes artères françaises, gérées par les conseils départementaux. Certains départements, trop peu, 4 départements sont passés au tout 90. L'Ariège, l'Allier, la Corrèze, la Creuse et le Cantal. Voilà les 4 départements. D'autres sont passés partiellement à 90 et sont restés à 80 sur les autres petites routes. Et puis il y a tous ces départements qui tombent les uns après les autres et qui reviennent à 90 parce qu'ils s'aperçoivent que le voisin n'a pas plus d'accidents qu'eux. Et puis derrière, il y a le gouvernement qui reste campé sur sa position du 80 km/h sur les grandes routes nationales. Ça ne rime plus à rien du tout. Il est temps de rebasculer à 90, d'autant qu'on a fait une petite étude, une petite découverte à 40 millions d'automobilistes. À l'époque du 80, Bernard, on nous avait vanté l'exemple suédois. On nous a regardé en Suède, c'est 80. On a gratouillé un peu. C'est pas tout à fait ça. Disons que la sécurité routière, ils ont dit ce qui les arrangeait. Ils ont oublié l'autre partie. C'est 80 km/h sur les routes qui sont en travaux de réfection en termes d'équipement de sécurité avant de les faire rebasculer à 90 km/h. Ah mais on nous a pas tout dit. Et voilà. Alors, j'en parlais avec Bernard, et Bernard a l'explication, elle est toute bête, notamment. Bernard, les routes de Suède, tu les connais un petit peu? Exactement, il y a des séparateurs au centre. Alors, quelquefois, c'est très sommaire, ce sont des câbles métalliques ou des glissières, mais il y a des séparateurs. C'est la recette absolue. Quand on double pas. On ne peut pas doubler, donc il n'y a même pas besoin de limitation de vitesse. Tout le monde est cool. Même sur les 2 voies, pardon les garçons. Même sur une... Bien sûr. Mais c'est moi, dès le départ, quand le Premier ministre de l'époque a envoyé cette espèce de balourdise de vouloir mettre du 80 à l'heure... Édouard Philippe, non? Oui, Édouard Philippe, oui, pour ne pas le nommer. Voilà, je lui ai dit, monsieur, c'est à vous de faire le job, c'est pas à nous, automobilistes, nous on travaille, on se sert de la voiture, on fait tourner l'économie, c'est à vous à mettre des infrastructures à notre disposition sécurisées. Et pour qu'elles soient sécurisées, il faut prendre exemple sur les autoroutes où il n'y a pas d'accident sur les autoroutes en France. Au regard du nombre de millions de voitures, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident lié à la vitesse. Et surtout pas lié à la vitesse. Les seuls accidents qu'il y a sur les autoroutes, c'est lié à l'endormissement et au manque de concentration. Ou alors à une occupation autre que celle de conduire. Quand on nous fait perdre trop de temps, on fait autre chose. C'est la nature humaine qui est comme ça. À force de vouloir nous faire perdre du temps, ils nous mettent en danger. Et je l'avais dit à monsieur Édouard Philippe. Et il finira bien pas un jour ou l'autre par se rendre compte qu'ils sont sur la fausse route. Je rappelle encore... Un joli jeu de mots. Sur la fausse route. Bravo, dame Bernard Darniche. C'est un sujet parce que je sais que Pierre, que j'aime beaucoup d'ailleurs sur tout ce qu'il fait, c'est un sujet que tu devrais aller chercher, ça. Parce que les études en France n'existent pas sur les causes réelles d'accidentologie. Elles n'existent pas. Elles existent partout. Merci. Mais Bernard, merci. Pierre, ça fait combien de temps que je t'en parle? Il faut qu'on trouve les vraies causes de l'accidentologie. En tout cas, qu'elles soient annoncées. Pierre, entre autres, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu travailles tes dossiers.
J'essaye. Alors, ce dossier, tu vas aller me le chercher, me le travailler. Parce que je sais, moi, qu'en Allemagne, par exemple, et dans d'autres pays à peu près équivalents aux nôtres, la vitesse est en 8e position en termes d'accidentologie. En 8e position. Ouais, et puis avec des limitations de vitesse plus hautes. On prend l'Allemagne, c'est 100 km/h sur le réseau secondaire. Et ils ont 20% d'accidents au moins. Exactement. On a Bruno. Avec 20 millions d'habitants en plus. De la SEM, ça va être compliqué de leur couper la parole. Bruno, d'ailleurs, nous c'est appelle pas possible. au 0826 300 300. Bonjour Bruno. Bonsoir Laurence, bonsoir Pierre et bonsoir Bernard. Comment allez-vous? Salut Bruno. Très bien, merci. Vous appelez de Rennes, où l'on nous écoute sur Internet en ce moment, sur l'application Sud Radio ou sudradio.fr. Alors Bruno, il y a deux options. C'est exactement ce que je fais. Oui, il y a deux options, Bruno. Soit vous êtes pour le 80 et on raccroche tout de suite, soit vous êtes pour le 80. Non, parce qu'on est en démocratie, on a le droit de s'exprimer. Ah oui, Bruno. mais il peut Pour ou contre le retour aux 90 On n'est km/h. pas obligé de l'écouter. Hein. Voilà ça. Total en France, et pourquoi? Alors je vais vous parler vrai. Ah. Si les études avaient démontré qu'avec la limitation à 80 km/h avait vraiment fait baisser le taux d'accidentologie, là j'aurais défendu les 80 km/h. Bien sûr. Apparemment, la réalité nous a prouvé le contraire. C'est exactement Alors, ça. Peut-être que les données ont été faussées un petit peu avec la crise sanitaire et les différents confinements, je ne sais pas. Peut-être. Un peu forcément, Bruno, mais en même temps, si vous voulez, ça a été faussé. Aujourd'hui, il se passe une étude taille réelle. C'est-à-dire que vous avez des départements au tout 90, des départements 80-90 hybrides, je ne sais pas s'ils sont rechargeables ou pas, et des départements à 80. Au final, quand on regarde et qu'on compare ces trois départements, on se rend compte qu'en nombre d'accidents, c'est pas forcément plus haut dans les départements qui sont restés à 80. Et oui, c'est là où, voilà. Alors, il y a eu, la sécurité routière, ils aiment bien jouer avec les chiffres, ils l'ont trituré, ils se sont mis dans un bureau, ils ont dit comment on va se sortir de ce guépier-là. Et ils ont trouvé un truc, alors ils ont pris par exemple la Corrèze, où ils ont dit, regardez, il y a une augmentation du nombre d'accidents. Ah oui, forcément. En Corrèze, il n'y avait pas d'accidents. Donc il y avait eu très 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 peu de décès sur les routes juste avant le passage à 90. Donc forcément, ils sont en légère hausse, mais ils sont toujours très bas. Donc les pourcentages ne veulent rien dire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en nombre d'accidents dans un département et de le comparer dans un autre département où c'est pas la même limitation. Et au final, c'est kiff-kiff bourricot. Mais est-ce que Bernard, Pierre et vous-même Bruno qui êtes avec nous, est-ce qu'aujourd'hui ils mettent du temps à revenir ou à accepter qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont tellement dépensé d'argent et nous ont fait tellement embêter. Enfin, je veux dire, c'était plus que de la politique, c'était de la manipulation en voulant nous imposer le 80 km/h. Souvenez-vous des campagnes de pub de télé, qui étaient aberrants. Moi, je compare ça au masque dans la rue. Hein. C'est aussi efficace que le masque dans la rue. Hein. Mais un jour, Pierre, il faudra qu'on fasse un sujet de fond et en faisant des passerelles entre les incohérences de sécurité sanitaire et les incohérences de sécurité routière. Je suis moins bon médecin. Ouais, moi aussi. Mais très honnêtement, on est dans le même délire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès qu'un sujet devient politique, malheureusement derrière, on se retrouve campé avec des positionnements d'hommes et de femmes politiques. Et j'ai envie de dire sur le 80, c'est dis-moi si t'es pour ou t'es contre et je te dirai de quel parti tu es. C'est un peu ça. Ce qui a été dingue à cette époque-là, c'est qu'ils ont imposé cette mesure alors que tout le monde a réagi, toutes les associations ont réagi en disant « Attendez, là vous nous racontez du pipeau, il n'y aura pas moins d'accidents ». On avait reçu souvent Emmanuel Barbe, qui était le... Tu te souviens, Lolo, moi à l'époque, quand j'allais dans les autres médias, et Bernard, toi pareil, et qu'on disait que le 80 km/h n'apporterait rien en termes de sécurité, on n'était pas là pour dire qu'on voulait des morts. On disait non, ça ne marchera pas. Les journalistes nous regardaient en disant « Donc vous voulez plus d'accidents ». Donc vous voulez tuer des gens. Oui, c'est exactement ça. On est comment en Ille-et-Vilaine, Bruno? On est repassé au 80 ou pas? Eh bien, comme vous l'évoquiez, il y a un peu de tout. C'est de l'hybride. Et il y a même, je trouve, il y a des aberrations, puisque pas plus tard qu'hier, j'ai emprunté une route entre Candé et Segré dans le Maine-et-Loire. Je connais bien. Une portion d'une dizaine de kilomètres, à peu près 10-15 kilomètres, je ne sais pas trop. Il y avait une portion qui était à 80 et un peu plus loin, ça repassait à 90 après un croisement. Oui, bah c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'écarts et de variations de limitation, on ne sait même plus à quelle vitesse on a le droit de rouler. C'est exactement comme les paramètres de sécurité sanitaire. On ne savait jamais où on en était, mais la route, c'est pareil. Mais restons sur la route, si vous voulez bien, Bernard, parce que sinon, on ne va pas... La logique
absolument fondatrice pour les règles. Pour qu'elles soient respectées, il faut qu'elles soient respectables et qu'elles soient simples à comprendre. Exactement, ça on est d'accord. C'est clair. Ça, on est d'accord. Voilà. Alors qu'eux font tout pour nous compliquer les choses. Mais alors, dites, moi je veux lancer un appel à ceux qui ont compris cette histoire de politique du 80 km/h, ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se dit sur Sud Radio. Maintenant, appelez-nous au 0826 300 300. On vient de lancer, mais peut-être que non. Lolo, on vient de lancer un sondage. En fait, il n'y a pas qu'une seule voix à chaque fois. Lolo, donc moi je laisse et j'ouvre le standard à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Et tu fais bien. On vient de lancer un sondage à 40 millions d'automobilistes qui fait état que 9 Français sur 10, 9 Français, j'ai pas dit 9 automobilistes sur 10, 9 Français sur 10 souhaitent le retour à 90. Oui, donc il en reste un. Et peut-être qu'il va nous appeler. Il va peut-être nous appeler. Il faut qu'il nous explique pourquoi. On revient il y a pas de voiture. Sur le sujet dans quelques instants et on vous attend au 0826 300 300. Merci beaucoup Bruno d'être intervenu dans notre rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et bonne semaine prochaine. Sud Radio Sarraul, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et on continue à parler de pour ou contre le retour aux 90 km/h total en France. Et pourquoi vous nous appelez au 0826 300 300. Ça débat beaucoup. Je peux vous dire que même pendant la publicité, on était en grande discussion avec notre invité Bernard Darniche qui est avec nous. Et évidemment, Pierre, ce sujet que tu nous as révélé, je voudrais bien que tu le rappelles rapidement pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Sud Radio. Lorsqu'Édouard Philippe avait motivé sa décision d'abaisser la limitation de vitesse de manière générale partout en France à 80, il avait bâti l'argumentaire avec la sécurité routière en prenant l'exemple de la Suède qui nous disait que la Suède c'était 80. En fait c'était faux. La réalité c'est que la Suède de temps à autre abaisse effectivement la limitation de vitesse à 80 pour mieux pouvoir la relever par la suite à 90 une fois que des travaux de sécurisation de la route ont été faits, c'est-à-dire de réels investissements. La Suède motive cela par un intérêt économique du pays parce que je vais piquer la phrase de Bernard, mais il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que quand on gagne du temps sur la route, le temps a une valeur économique. Voilà pourquoi la Suède a une politique d'augmentation de sa limitation de vitesse, contrairement à ce que nous a laissé entendre le gouvernement à l'époque. C'était un mensonge. C'est comme ça, j'y suis pour rien. C'est pas une opinion, c'était un mensonge. Mais il est venu d'où ce mensonge ? Certainement d'une posture politicienne qui n'a aucun... Vous savez, il faut, pour prendre les gens en main, il faut leur asséner des choses qu'ils ne comprennent pas. Et quand on voulait dire de manipulation. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, tout ça. Avec, de l'autre côté du système, un problème économique fort qui n'existe pas dans l'administration. Les agents économiques, les gens qui font tourner l'économie, ce sont des gens comme vous, comme moi. De l'autre côté de la barrière, ces politiques font tout pour ralentir l'économie. Parce qu'ils n'ont aucune notion du fait que l'argent, c'est nous qui le produisons, c'est pas eux. Tu feras gaffe, ils font des contrôles fiscaux par contre. Je sais, je n'en sors pas. De toute façon, c'est comme ça. C'est vrai ? Bien sûr, mais la chose est simple. C'est parce que vous l'ouvrez ? Oui, j'en sais rien, on ne peut pas dire ça, j'en sais rien. Un des contrôleurs un jour m'a dit, mais monsieur Darniche... avec la notoriété, pourquoi vous êtes toujours français ? Vous ne pouvez pas habiter en Suisse ou ailleurs ? Bien sûr. Évidemment. Évidemment. On change de sujet là, mais d'accord. Oui. Les phrases saugrenues, alors que moi j'ai tout fait pour rester français parce que je suis fier d'être français. J'ai toujours payé mes impôts en France. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas d'économie. Parce que quand on paye ses impôts en intégralité en France, on n'a pas faire d'économie. Bernard Darniche, notre pilote de rallye national. Revenons sur notre 90 km/h du coup. Alors le paramètre que nous avions, puisque Pierre avait fait une organisation pour chiffrer, on était à plus de 4 milliards d'euros en faisant plus de 4 milliards d'euros. Ça, c'est le coût de la perte de temps due au passage à 80 km/h. Nous avions été audités à la Cour des comptes qui avait corroboré ces chiffres. Juste avant le premier confinement. On devait obtenir d'autres rendez-vous beaucoup plus précis. Puis Covid. Tout est parti en vrille. Mais évidemment que moi, le ressenti que j'ai, à chaque fois qu'on me vole 1 minute de mon temps, c'est un hold-up sur ma vie. Parce que le paramètre, l'ingrédient le plus important pour un être humain, c'est son temps de vie, c'est pas le pognon. Mais alors, le pognon, c'est pas le pognon, c'est le temps qu'on a à passer sur Terre. On va accueillir Christian, mais après je vais vous reposer la même question. Qu'est-ce qu'on nous a caché ?
avec cette histoire de 80 km/h. Je ne suis pas dans la théorie du complot, vous ne savez pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des lobbies derrière? Honnêtement, ce que j'en pense, c'est que c'était une posture pour donner à Édouard Philippe, qui a été roulé dans la farine. On lui a dit, tu vas sauver des vies, en plus de ça, tu vas montrer que tu es un homme d'État. Et Édouard y a cru, à mon avis, de bonne foi, parce que je connais Édouard, c'est pas un abruti, loin de là, hein, franchement. Je pense qu'il y a cru de bonne foi. Il est arrivé sur le sujet en se disant, bon, bah tant pis, je serai impopulaire. Et puis dans quelques années, on verra que j'avais raison et j'aurais sauvé plein de vies. Et puis je montrerai que j'étais un vrai homme d'État. Et au final, le mur, à 80. Eh ben, Christian est avec nous. On va voir s'il a pris son mur. Lui, non, pardon, 0826 300 300. Salut Christian. Bonjour à tous. Et puis bonjour à M. Darniche. Vous vous appelez d'où? Je vous appelle de Béziers, moi. D'accord, très bien. Moi, j'aime bien. Ah ouais, moi aussi. Biterroise. Exactement, voilà. Oui, moi, je suis absolument contre la limitation de vitesse à 80. Alors, vous parliez de lobby tout à l'heure. Les lobbies des gens qui ont fourni les panneaux limitation à 80, à mon avis, ont dû se frotter les mains. Alors là, je vous le dis franchement. Non, Christian. En fait, on va faire très simple. C'est des gens que je connais, que j'ai pu côtoyer. J'ai pu avoir la même pensée que vous à un moment donné. Et en fait, si vous voulez, les panneaux en France, comme les marquages au sol, sont dans un tel état de délabrement que les professionnels, eux, ce qu'ils voulaient avant tout, c'était déjà entretenir le parc de panneaux existant avant même d'imaginer le changer. Si vous voulez, ça leur a pas fait forcément du bien, parce qu'en plus, ils ont véhiculé cette image, vous voyez, qui reste. Hein. Ouais. On a des doutes, c'est normal, parce qu'on se demande tous à qui profite le crime. On se dit une mesure qui sert à rien et qui fait chier les gens, il y a forcément quelqu'un derrière. Christian, en fait, non, même pas. Non, mais ceci dit, de toute façon, aujourd'hui, il y a quand même un autre souci, c'est qu'on fait des voitures de plus en plus safe, des voitures qui sont capables de rouler, je dirais, de façon cohérente à des vitesses qui sont beaucoup plus élevées, des voitures qui sont capables de freiner aussi de façon beaucoup plus efficace. Et on limite la vitesse à 80 sur des voies qui ne présentent aucun risque. Donc ça, c'est complètement aberrant. Et la politique de sécurité, elle devrait se faire devant les écoles. Là, effectivement, limiter la vitesse, ce serait sérieux. C'est fait de plus en plus. On est passé à 30 km/h dans les écoles. Non, mais même, c'est-à-dire qu'on a convaincu les gens. C'est différent. Oui, voilà. C'est vrai. Oui, mais c'est pas passé à 30 km/h. À 30 km/h, vous avez des gens qui devant les écoles, passent à 100 km/h. Non. Mais ne vous inquiétez pas. Oh là là, et après, on se plaint qu'il y ait des accidents. Je crois qu'il faut être cohérent. À partir du moment où on stresse les gens, on bloque les gens en leur mettant des limitations de vitesse qui sont complètement inadaptées, on génère chez eux un comportement de réaction. Ouais, et ce comportement de réaction, moi, je suis bien d'accord. Et il va dans tous les domaines. Réaction, Bernard. La théorie, c'est pour enquiquiner l'autorité, je vais rouler vite. Pourquoi en Allemagne les règles sont-elles respectées? C'est assez simple, parce qu'elles sont. Parce que l'allemand il est beaucoup plus. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Les règles en Allemagne sont extrêmement simples à comprendre et elles ont du sens. Donc quand on ne les respecte pas, on a l'impression d'être pris les mains dans le pot de confiture. On est coupable, on se sent coupable. Et on dit pas qu'on est piégé. Alors qu'en France, on a l'impression d'être piégé par un radar. Parce qu'on est toujours piégé. Exactement. Est-ce que cette histoire de 80 km/h aussi, c'était pas de rebaisser encore de 10 km/h pour augmenter les radars, enfin augmenter la prise au radar? Alors, c'est compliqué à dire ça, parce que en fait, quand on regarde les conflits d'intérêts qui pourraient exister, je laisse à chacun le plaisir d'aller découvrir sur Internet où travaille chacun des décisionnaires de l'époque du 80 km/h. Effectivement, ça peut éveiller quand même quelques doutes. Maintenant, je pense pas. Je pense que l'intérêt était uniquement politique et qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis, aussi simple que ça. Je pense qu'il y avait une intention de bien faire, parce que quelqu'un qui a des velléités de devenir un jour président de la République, je pense que Édouard Philippe, il pense quand il se rase. Je pense pas qu'il a intérêt à se mettre les Français à dos. Je crois pas que c'était ça. Je pense juste que c'était, à mon avis, une connerie, et qu'une fois qu'il était dedans, il pouvait plus en sortir. Moi, je vois ça comme ça. Tu vois ça comment, Bernard? Moi, j'ai vécu ça avec Jacques Chirac quand j'étais à côté de lui, quand il était Premier ministre. Je l'ai vécu, moi. Je les ai entendus, les conseillers. Je l'ai encore ça dans l'oreille. Monsieur, nous avons un dossier qui, quoi qu'on fasse, de bien ou de mal, sera gagnant politiquement pour vous. C'est la sécurité routière. Ils ont été jusqu'à lui prouver que quoi qu'on fasse, rien... Ça marche. Donc, pour prouver qu'ils faisaient quelque chose, ils ont mis les radars automatiques en route. Mais les paramètres étaient déjà identifiés.
les constructeurs vont faire diminuer d'une façon drastique, bien sûr, avec la sécurité active et passive des voitures. La médecine va faire des progrès. Deuxième raison. Donc la médecine faisant des progrès, il y aura moins de morts. Et la troisième raison, c'est l'arrivée massive des autoroutes où il n'y aura pas d'accident. Monsieur le Président, je l'ai entendu de mes oreilles, ça. Tiens, une question toute bête. Toi, quand tu étais à l'époque dans les rallyes, tu avais certainement des amis, des concurrents qui ont perdu la vie sur les routes. Ah ouais, plein, malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il y a très peu il y en a quasiment parce plus. Que la protection, c'est ce qu'on observe sur la route. Hein. La protection en cas d'accident faite d'une façon active et passive sur les voitures font que les accidents ont bien diminué. Bernard, est-ce que on va remercier Alain, sauf s'il veut continuer à discuter un peu avec nous, mais qui nous appelait de Haute-Garonne, Christian Dolero. Alain, il y avait Alain, mais a priori on l'a perdu au standard. Bon, ça arrive, hein, sur les réseaux. Est-ce que les gens conduisent aussi mieux? Est-ce qu'il y a aussi une évolution dans l'acte de conduire de la population? Ah, moi, je pense qu'ils conduisent beaucoup moins bien, justement parce qu'ils sont assénés, ils ont la trouille. D'accord. Moi, pour moi, le mot sécurité, on devrait le bannir au profit de sérénité. La sérénité, c'est une attitude qu'on adopte volontairement, la sérénité, et qui a une conséquence sécuritaire absolue. C'est du calme, voilà. La prise de décision ne peut pas se faire dans l'urgence en ayant la peur au ventre. Et les gens conduisent avec la peur au ventre. Hein. La peur au ventre, de perdre des points, Moi, il y a un truc qui me choque dans les campagnes de sécurité routière, c'est que je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, peut-être que j'en ai une qui m'est passée à travers, mais tu vas me confirmer, Bernard, je n'ai jamais vu une campagne sur les distances de sécurité. Or, pourtant, s'il y a vraiment un paramètre qui te garantit le fait que tu ne vas pas rentrer dans le type qui est juste devant toi, c'est bien la distance de sécurité. En fait, quand tu doubles distance, c'est pareil. Exactement. Mais derrière tout ça, c'est quoi la principale des raisons? C'est le manque d'attention. Les gens, dans leur voiture, il y a une petite musique. Bon, même s'ils ont peur, même si on veut leur faire peur, il y a une petite musique qui fait qu'on ne voit pas un accident tous les jours quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, ils savent très bien qu'ils n'ont pas de risque dans une voiture. A contrario, sur un vélo ou sur une trottinette. Ouais. Et là, manifestement, on ne les avertit pas qu'ils sont en danger absolu. C'est vrai. Aucune protection. Non, c'est vrai. Je voudrais rappeler quand même qu'à une époque, on faisait les crash tests auto à 45 km/h. Maintenant, 67, ça. On a tous les images. On a tous les images d'un crash test à 45 à l'heure. Les trottinettes, elles roulent à 40. C'est pas la vitesse d'une trottinette, c'est pas la vitesse d'un vélo, ça? Mais maintenant, avec les vélos électriques, si, bien sûr. Ouais. Et alors, on les avertit qu'ils sont en danger de mort? Pas du tout. Les libres-services, effectivement, sont limités à 20, mais quand tu roules avec pas ta libre-service, c'est la tienne, tu peux rouler à 40, quoi. Mais je suis d'accord avec vous. Alors là, Bernard, complètement d'accord. Laurence, avec vous. Une trottinette dans un objet fixe à 25 à l'heure, t'es mort. C'est fini. Non, mais c'est du bon sens ce que vous dites. Et effectivement, alors on va dévier pour la dernière minute, parce qu'effectivement, le sujet des 80 km/h est important aussi, mais ce que tu viens de soulever, ce que vous venez de soulever, Bernard Darniche, c'est une vraie problématique de sécurité. Bien sûr. Et pas que routière. Bien sûr. C'est fou, c'est même fou qu'on laisse faire alors qu'on nous impose le 80 km/h. Pour faire le lien, c'est exactement le même esprit, c'est-à-dire qu'on culpabilise l'automobiliste. Quand il y a un accident avec une trottinette, on dit toujours « Ouais, mais c'était certainement la faute de l'automobiliste ». Toujours. Mais à la limite, j'ai envie de dire qui que ce soit en faute, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que le boulot de prévention soit fait pour que celui qui est vulnérable se sente vulnérable. Il fera moins de bêtises. Et j'aime effectivement beaucoup le mot de la sérénité, parce que ça permet à chacun de prendre conscience. Il y a tout dans ce mot. Il y a le côté calme, le côté respect. Et de s'accaparer une attitude bien sûr. volontariste. Et puis, de protéger les autres. Exactement. Qu'on soit au volant d'une voiture, d'une moto, d'une trottinette, faisons attention les uns aux autres. On a tous relevé cet état de fait. Quand on part en retard le matin pour aller au boulot, quand on est en retard, on n'a que des emmerdeurs autour. C'est vrai. Exact. Quand on est en avance, on n'a que des gens sympas. C'est vrai. C'est une réflexion à avoir. Vous reviendrez? J'étais en avance ce matin, j'ai trouvé que les automobilistes étaient parfaits. Moi aussi, et même dans les bouchons, les gens souriaient. Mais exactement. Après, je me souviens d'un jour où j'étais en retard, c'est vrai qu'ils étaient tous là, tous les cons étaient là. Exactement. C'était peut-être moi finalement. Ami qui roulait. Je suis pas sûr, mais quand même. Ce jour-là, oui, à mon avis. Vous êtes à l'écoute de Sud Radio au volant de votre voiture ou pas. Gardez ces belles phrases de l'ami Bernard Darniche. C'est important ce que vous nous dites. Et puis ça va me faire du bien. Là. Quand je vais repartir tout à l'heure, je vais partir sereine. Merci beaucoup, Bernard. Lolo. Tape-toi la tête dans une cruche. Si ça sonne creux, n'en déduis jamais que c'est la cruche qui est vide.
Surtout qu'avec nous deux, elle peut être vide, la cruche, mais pas pour les mêmes raisons. Allez, à suivre, on va recevoir Pauline Déroulède. On va parler de sécurité routière. Voilà, le lien est tout de suite bien fait. Et puis ensuite, vous avez la parole avec Pierre, 0826 300 300. Appelez-nous si vous pouviez rencontrer le futur président de la République. Que lui proposeriez-vous en termes de sécurité routière? À tout de suite. Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et dans Ça roule, eh bien, nous recevons en cette fin de journée Pauline Déroulède qui est avec nous. Mon Pierre, on est ravis de l'accueillir. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Alors beaucoup Salut, ne Pauline. vous connaissent pas beaucoup. Toi Pierre, tu la connais bien Pauline. Oui, on se connaît bien. Je pense qu'on va se permettre de se tutoyer parce que de toute façon, on se tutoie hors antenne. Donc, on va quand même pas jouer les classiques. Alors, on essaye l'histoire, de bosser ensemble parce que 40 millions d'automobilistes intervient souvent aussi dans les domaines de Pauline et j'essaie parfois de lui apporter un petit soutien, même si c'est pas très simple parce que la cause des handicapés, on va en parler, est vraiment très complexe à défendre en France lorsqu'il s'agit de mobilité. Pierre, on va évidemment rappeler ce qui s'est passé. Pauline, on l'a déjà reçue plusieurs fois dans Ça roule et sur Sud Radio. Vous avez été fauché à l'âge de 28 ans par un automobiliste. Vous avez perdu une jambe. Vous êtes une grande sportive, puisque vous faites partie de ceux qui représentent la France dans toutes peut-être pas toutes les... je vais pas y arriver. En tennis, exactement. Et surtout, vous vous battez aussi maintenant pour la sécurité routière. Comment ça va aujourd'hui d'ailleurs? Parce que vous êtes en pleine effervescence sportive, là. Effectivement, c'est la période chargée des compétitions qui reprennent après une période avec le Covid qui nous a empêchés de se déplacer un peu partout. Donc moi, je me suis beaucoup entraînée, je suis ravie et je mène effectivement toujours ce combat dans la sécurité routière. Comme vous l'avez dit, j'ai été fauchée dans des circonstances avec un monsieur qui était très âgé et vraisemblablement plus capable de conduire. Et je me suis dit que c'était dingue en France qu'on donne le permis à vie sans aucun test au cours de notre vie. Donc je me suis évidemment posé la question de dire il faudrait mettre en place des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs. Donc depuis, je travaille avec la sécurité routière. Avec Pierre, effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer et d'en discuter ensemble, puisqu'on on est dans le même domaine, mais je pense qu'on partage une seule chose qui nous concerne, c'est la sécurité de tous. Et j'ai récemment lancé ma propre campagne de prévention routière pour sensibiliser le plus grand nombre à justement ce problème d'aptitude à la conduite qu'on peut rencontrer au volant. Moi, ce que j'aime chez toi, Pauline, c'est qu'on n'est pas sur un message stigmatisant. C'est-à-dire que tu as réussi, ce qui est, à mon avis, admirable. Tu as réussi à dépasser le drame qui t'a touché. Je pense qu'on peut parler de drame, pour rebondir, pour trouver encore une énergie qui te permet de dépasser tes limites et d'arriver maintenant à un niveau de sportif de très haut rang. Espoir olympique, moi je veux te voir avec une médaille autour du cou, tu le sais. On va tout faire fort. Et au-delà de ça, ce que j'aime dans ton discours, c'est que tu n'es pas en train de stigmatiser uniquement les plus âgés, mais tu parles d'aptitude à la conduite pour tous, parce qu'il est bien évident qu'on ne vieillit pas tous de la même façon et que c'est pas bon. On peut pas juste toucher d'une simple mesure juste une catégorie de personnes. Donc ce principe d'aptitude me paraît être plutôt raisonnable. Voilà. Oui, je pense qu'on est vraiment, comme tu l'as dit Pierre, on n'est pas tous égaux par rapport à la vieillesse, par rapport à des maladies qu'on peut avoir au cours de notre vie. Moi je pense notamment à la maladie de Parkinson qui peut arriver relativement jeune malheureusement. Des troubles visuels, des troubles auditifs qui peuvent vraiment altérer nos capacités cognitives sensorielles au volant. On sait que l'alcool altère nos capacités de conduire, les stupéfiants aussi, mais tout simplement parfois on peut être tout aussi dangereux sans prendre aucun produit. Et à l'heure qu'il est, ce n'est pas une infraction de conduire en étant plus apte en France. Et c'est là tout le problème. Bien sûr, il y aura toujours des gens, j'entends souvent des gens me dire mais oui, les jeunes qui prennent de l'alcool au volant, mais ces jeunes-là, en tout cas ces conducteurs-là, ils savent qu'ils sont en infraction quand ils prennent le volant en ayant vu. C'est là toute la différence et la nuance de l'aptitude à la conduite où moi, pour avoir échangé plusieurs fois avec des forces de l'ordre, ils se sentent souvent impuissants quand ils arrêtent des gens qui n'ont pas entendu la klaxon, qui ne voient rien dans leur environnement lorsqu'ils conduisent. Et à part leur dire « vous devriez arrêter de conduire », ils n'ont pas la loi avec eux pour les mettre hors circulation. Mais alors, que faites-vous aujourd'hui, Pauline, puisque vous avez monté aussi votre structure un peu de sécurité routière, chez vous avez une forte actu ces jours derniers avec des tournages pour la sécurité routière. Vous êtes aussi en entraînement intensif sportif. Au niveau de la sécurité routière, du coup, comment vous voyez les choses et que voulez-vous faire ?
Écoutez, moi j'ai décidé je viens du monde de l'audiovisuel. Avant mon accident, je travaillais dans le monde des médias et j'ai toujours cru au pouvoir de l'image. Et je sais que la sécurité routière a fait déjà de nombreux spots qui sont assez clairs, assez percutants, sans être pour autant très chocs. Je leur ai proposé de s'associer à moi pour cette campagne, mais pour des raisons de timing, de période électorale, c'était compliqué pour eux de se positionner. Je le déplore d'ailleurs, mais ça ne m'a pas empêché d'autofinancer ma propre campagne de sécurité routière. Donc on a tourné avec une équipe de production il y a 2 semaines le premier clip de cette campagne où je joue mon propre rôle accompagné d'une petite fille qui s'appelle Cléo, qui est également amputée dans des circonstances assez similaires à mon accident. Et on montre à travers l'image des problèmes du quotidien que peut avoir un conducteur sans aucun marqueur d'âge particulier, mais tout simplement quelqu'un qui ne voit plus bien, n'entend plus bien, n'a pas beaucoup de réflexes, pour sensibiliser celui qui le regardera sur le fait de se remettre en question, de peut-être interpeller. Donc c'est vraiment une démarche de prévention. Et j'ai sollicité et j'ai eu le soutien dans cette campagne du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avec qui je travaille souvent, puisque tout le chantier de ce projet de loi, c'est de mettre en place d'autres solutions alternatives de mobilité. Qu'est-ce qu'on peut faire des gens qui ne seront plus capables de conduire? Qu'est-ce qu'on leur propose pour continuer à avoir une certaine autonomie, liberté de se déplacer? Et donc le ministre s'est associé à moi de sensibilisation, notamment, qui doit être exercée par les familles. Effectivement, les familles, et on le met en scène dans ce premier clip, l'entourage, généralement, est souvent très impuissant pour prendre les clés d'un conducteur. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est compliqué pour eux, parce que c'est culpabilisant de se dire je suis responsable de confisquer les clés de quelqu'un. C'est parfois, ça fait des drames dans les familles. Moi, j'ai souvent des proches qui m'écrivent, qui ne savent plus quoi faire. Donc c'est aussi sensibiliser cet entourage-là, qui parfois est confronté à cette problématique, d'avoir quelqu'un dans leur entourage qui n'est plus capable de conduire et qui ne savent plus quoi faire pour les sensibiliser. C'est aussi pour ça que dans cette campagne, on a le soutien et une prise de parole qui servira dans la communication de cette campagne de Michel Simès, un médecin que tout le monde connaît, parce que c'est important d'avoir un diagnostic médical, un discours d'un médecin comme lui qui explique que au cours d'une vie, nos attitudes peuvent évoluer. C'est important également, parce que on le sait très bien, Pierre, nous on en parle assez souvent depuis 8 ans qu'existe Ça roule sur Sud Radio. Voilà, les problématiques d'accidentologie, il y en a quand même une grande partie qui pourrait être évitée avec un minimum de bon sens et puis de bienséance à ne pas prendre le volant si on ne peut pas le prendre. Alors je pense qu'il faut ajouter quelque chose, mais il faut le décrypter. On a souvent l'impression que le contrôle médical, ça n'existe pas. Et pourtant, Pauline, il y a cette possibilité, il y a des commissions médicales qui existent. Le système est déjà en place. En fait, c'est simplement qu'il n'est pas utilisé. Effectivement, il n'est pas du tout exploité. Moi, je sais qu'on me rapporte souvent des signalements qui ont été faits à la préfecture sur des conducteurs qui vraisemblablement ne sont plus du tout capables de conduire. Et malheureusement, ce genre de signalement, cette démarche n'aboutit que très rarement, parce que je pense que ça se perd à un moment donné dans le circuit qui a été mis en place, et parce que c'est trop peu connu, comme vous le dites, des forces de l'ordre, des instances de tout l'univers. Donc il y a vraiment une sensibilisation générale à faire autour de cette problématique d'aptitude à la conduite avant de sanctionner, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être sensibles et se remettre en question, parce que moi, c'est toujours ce que j'ai dit, personne n'a envie d'être victime d'un accident, mais personne n'a non plus envie d'être responsable d'un accident et d'avoir un drame sur la conscience. Pour avoir échangé avec le conducteur qui m'a fauché, je peux vous dire que il était évidemment dans un état vous l'imaginez bien, de dépression après cet accident, et c'est un drame pour lui aussi. Il a repris le volant après, Pauline, ou pas? Non. Il a pas repris volant, et depuis il est malheureusement décédé, mais il a eu une fin de vie compliquée. Et moi, je me souviens de ces mots où il m'a dit que s'il y avait une loi, il l'aurait respectée, que c'était une personne âgée qui respectait les lois, et qu'il savait qu'il n'était plus capable de conduire, il le savait, et pourtant ça ne l'a pas empêché de faire des petits trajets, de ne pas conduire de nuit, de prendre toutes les précautions du monde, mais pour autant il a pris sa voiture, et c'est malheureusement c'est le syndrome un peu du ça n'arrive qu'aux autres. Ouais, c'est ça. C'est comme le loto, sauf que le loto c'est positif et le reste beaucoup moins.
C'est ça. Mais en tout cas, Pauline Déroulède, vous savez que vous pouvez compter sur Ça Roule et sur Sud Radio pour être toujours porteur de votre voix. Également, on a eu en plus la chance de vous voir avec les Enfoirés, parce que vous avez été l'une des invitées du grand spectacle des Enfoirés. C'était très agréable. Voilà, j'espère que c'est une autre façon de mettre votre voix également et votre combat en avant pour sauver d'autres personnes d'un handicap ou même sauver des vies. Il y a toujours un message d'espoir. Mais voilà, moi je continue de me battre, la vie continue. La vie est un combat, vous savez, donc il faut se relever, rebondir et oui, Super. Les Enfoirés, c'était un message qu'on a essayé d'envoyer d'espoir à tout le monde. Mais en tout cas, vous l'avez bien fait. Merci beaucoup, Pauline Déroulède. Merci à vous. Et puis on vous suit bien sûr, parce qu'il y a pas mal d'événements sportifs qui vont être liés à vous et pour lesquels vous allez évidemment, en tennis en tout cas, porter les couleurs de notre pays. Allez, à suivre évidemment, Ça Roule avec vous. Bonne soirée. Sud Radio Ça Roule, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et juste après cette belle rencontre avec Pauline Déroulède, c'est votre moment, l'échange avec Pierre. Si vous pouviez rencontrer le futur président de la République, que lui demanderiez-vous en termes de politique routière? Salut Guillaume. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Salut Guillaume. Vous êtes où Guillaume? Je suis à Aubagne, dans le sud de la France. Oh, profitez bien, c'est chouette. Alors, on vous écoute, vous. Si, par exemple, vous rencontriez le prochain président de la République, vous lui demanderiez quoi? Moi, je suis passionné. Alors déjà, deux choses. Alors déjà, développer le vélo, la mobilité douce, les pistes cyclables. Et pour les automobilistes, moi, je suis passionné par l'électrique. Donc vraiment développer, mais alors vraiment sérieusement, les bornes, les stations, même plus les bornes, ce serait des stations de recharge pour véhicules électriques. C'est minimum 6 à 12 bornes sur les stations d'autoroute et partout sur toutes les stations d'autoroute. Parce que pour les chassés croisés, quand on va vendre énormément de voitures, il va falloir charger tout le monde. Ouais, je suis d'accord, Guillaume, et ça va boucher. Le problème, c'est quand ça bouche à la station-service dite traditionnelle, on attend 5 minutes et on fait son plein. Le problème, c'est que s'il n'y a pas assez de bornes, effectivement, il va y avoir un vrai problème. Il y a des gens qui vont devoir attendre 2-3 heures avant de faire le plein de la bagnole. C'est pas possible. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je rajouterais un point et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Parce que, alors, vous avez peut-être une voiture électrique, non? Oui, c'est ma 3e. D'accord. C'est quoi vous avez? J'ai une Tesla Model 3. Ah, c'est pour ça qu'il est content. C'est pour ça. Mais le petit point que je vais ajouter, je trouve que c'est très cher de faire le plein, notamment dans les bornes, dans les stations de recharge qui sont pas chez nous, quoi. Que le différentiel entre le plein qu'on fait chez soi, le plein domestique comme on l'appelle, et celui qu'on va chercher dans des stations. Et puis je trouve que le système est très complexe. Il faut avoir des cartes, il faut être inscrit. C'est très très compliqué. Alors, donc, oui, ça c'est vrai, mais donc il y a des lois. J'avais vu quelque chose où on aurait le charge and plug. Donc justement, le prochain président, on peut lui demander qu'il impose à tous les fabricants de voitures électriques de mettre le charge and plug dans les voitures, c'est-à-dire on arrive à la borne, la voiture est compatible, on s'inscrit préalablement sur un site, on branche et ça charge. Ouais, et puis autre point, il y a autant de câbles qu'il y a de bagnoles, j'exagère, mais il y a beaucoup de câbles différents et ça on le sait pas quand on achète une voiture électrique. Moi la première fois que j'ai dû faire mon plein de voitures électriques, je suis arrivé devant la borne, je vous le dis franchement, je savais pas. Je savais pas où le mettre. Vous aviez testé une Honda électrique, vous. Mais je ne savais pas où mettre le truc. Je voyais plein d'embouts, plein de puissance. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je le mets où le truc? Comment ça marche? Et je trouve qu'il y a un vrai déficit de communication sur comment on fait, quelle est la vraie autonomie d'un véhicule électrique sur autoroute, expliquer aux gens qu'on consomme plus, parce que c'est une réalité. Même en Tesla Model 3, vous consommez beaucoup plus sur autoroute qu'en ville. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut le dire, comme ça les gens ils achètent, ils sont pas déçus, sinon ils risquent d'être déçus. J'ai lu une étude là sur les autonomies des Renault Zoé, parce que l'autonomie notamment d'une voiture électrique aussi, ça dépend de la température extérieure. Donc quand il fait 0 degré que vous prenez l'autoroute, alors la Renault Zoé elle est donnée à 400 km d'autonomie, il faut savoir que vous en faites moins de 200. Il faut l'expliquer à ceux qui achètent le véhicule de manière à ce qu'ils choisissent le bon véhicule et qu'ils n'en soient pas déçus. Créer de la déception, c'est terrible. Oui, alors c'est vrai que je trouve que sur YouTube, il y a des chaînes et des groupes de presse, si je peux les citer, Automobile Propre, qui font énormément de vidéos justement pour expliquer le passage à la voiture électrique. Avec des petites vidéos, la minute électrique, je pense, qui explique la dégradation de la batterie, les types de charge, la vitesse, etc., les différentes modes. Il y a des tableaux qui expliquent vraiment... et ils le font de manière très honnête, et c'est ça que j'aime chez Automobile Propre, c'est qu'on a compris qu'ils aimaient les voitures électriques, il n'y a pas de problème, mais ils le font de manière très honnête parce qu'ils ont compris que si on veut faire la promotion de quelque chose, ça sert à rien de le survendre. Exactement. Exactement.
Mais d'ailleurs, on en parlait, vous allez voir le lien que je fais avec le vélo électrique, on en a déjà parlé. C'est-à-dire que le vélo électrique rencontre un succès phénoménal auprès de la population. On n'a eu aucune obligation. Alors vous allez me dire, c'est pas la même façon de le gérer, on est d'accord. C'est pas les mêmes tarifs, quoi, que je les trouve très chers. Ah, c'est cher. Voilà, etc. Que brancher à la limite dans la maison sur la prise où on branche notre téléphone portable, ça suffit pour le recharger. Mais il y a un engouement. Si on avait su amener la voiture électrique avec passion, envie auprès des gens, l'engouement on aurait sans doute été différent. Ah, mais c'est sûr et certain. Là, au contraire, on a trop de déceptions. Il y a des automobilistes qui ont acheté ce type de voiture parce qu'on leur a dit elle fait 400 bornes et eux, leur maison de campagne, elle est à 300 bornes et ils se disent chouette, on peut continuer à rouler en ville et partir à notre campagne le week-end. Et en fait, une fois qu'ils ont leur voiture, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire le trajet et eux, ils sont déçus. En tout cas, Guillaume, on vous a entendu. Votre demande est passée sur les ondes de Sud Radio. Je vous embrasse. Bonne fin de week-end. Merci Pierre. Salut Guillaume. Ciao Guillaume. Allez, avant de nous quitter dans quelques instants, on vous reçoit également. Que aimeriez-vous dire si vous rencontriez le prochain président de la République? Qu'aimeriez-vous lui proposer en termes de sécurité routière? Venez échanger avec Pierre Chasseret qui met sa casquette de 40 millions d'automobilistes sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Sarraul, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et on est arrivé à la fin de notre rendez-vous à quelques minutes près, puisque c'est le moment où vous pouvez échanger avec Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes. C'est le même. Vous avez demain l'occasion de rencontrer le futur président de la République ou présidente de la République. Qu'aimeriez-vous lui demander de changer en termes de sécurité routière? Salut Franck. Ma voiture. Je veux qu'il change ma voiture. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes où? Je suis à Poitiers. Oh, super. On vous écoute, Franck. Bonjour Pierre et puis bonjour Laurence. Alors moi, je proposerais quelque chose au niveau des autoroutes. Alors je ne sais pas si le président peut faire quelque chose pour les autoroutes, mais moi je trouve ça un peu inadmissible que quand il y a des travaux sur les autoroutes et qu'on roule à 80 à 90 km/h, que la portion ne soit pas ou réduite ou gratuite. Parce que c'est complètement aberrant. Alors, d'autant plus, Franck, que si vous habitez à Poitiers, vous avez la 10 entre Tours, Poitiers et Saintes, Saint-Jean-d'Angély et compagnie, qui est bourrée de travaux depuis des années. C'est honteux. Je suis d'accord avec vous. Alors, Franck, c'est effectivement, en fait, j'adore cette idée parce que c'était la mienne quand je suis arrivé à 40 millions d'automobilistes en 2012. Donc, forcément, je trouve qu'elle est bonne. Ouais, ça fait 10 ans. Mais oui, qu'elle est bonne. Mais oui, c'est sûr, je trouve ça inadmissible. Et Franck, le problème. On est coincé pendant des kilomètres. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je me suis dit je vais essayer de convaincre tout le monde et puis d'un seul coup j'ai rencontré les sociétés d'autoroutes qui m'ont dit bon alors monsieur Chasseret, on a évalué le coût, on a évalué le gain, grosso modo quand il y a des travaux même pendant 10 km sur votre parcours, vous allez peut-être économiser par rapport au temps perdu initialement par rapport à une limitation à 130 ou 110, vous allez gagner peut-être 50 centimes. Et là je me suis dit parce qu'en fait, il faut recalibrer les machines, parce qu'il faut prévoir le truc en amont, parce que ça demande du boulot et que ça, ils vont le refacturer, ce ne sera pas gratuit. Cela dit, malgré tout, je trouve, Franck, que cette mesure est tout de même bonne, même si elle permet de pas forcément avoir une économie qui est aussi substantielle que ce qu'on pourrait imaginer. Je trouve que c'est symbolique et que cela devrait figurer dans les contrats initiaux qui sont signés entre l'État et les sociétés d'autoroutes, parce que c'est symbolique, mais les symboles, parfois, ils sont capitaux. Autre petit point d'accroche, et là, c'est les sociétés d'autoroutes qui nous le disent. Ils nous disent, vous êtes gentils avec vos idées à 40 millions d'automobilistes. Ah bon? Ils vous parlent? On vous aime beaucoup. Vous êtes bien marrants, vous nous avez bien fait rigoler, mais on a un problème. Sur autoroute, vous achetez pas une vitesse. Vous achetez pas du temps. Non, vous achetez un itinéraire. Et là, malheureusement, c'est vrai que forcément, ce qu'on achète, c'est le droit de circuler sur ce type d'itinéraire. Et que malheureusement, sans pliage de bras de l'État envers les sociétés d'autoroutes sur les renégociations de contrats, il ne se passera rien. Mais je suis d'accord avec vous, Franck, il faudrait imaginer quelque chose. Au-delà du fait, ne le perdons pas de vue, ça, c'est des miettes. La réalité, c'est que les sociétés d'autoroutes, selon la Cour des comptes et l'autorité de régulation de la concurrence et 40 millions d'automobilistes, les autoroutes font payer 20% trop cher le service. Tout à fait. Et alors dans ces cas-là, on ne peut pas, soi-disant,
réduire la portion et qui nous disent qu'il y a des travaux. Et s'il y a des travaux, ben, on passe pas par les autoroutes. Ouais, voilà, ou alors on peut trouver un système un peu type président de la République, c'est-à-dire que comme sur les carburants, là ils ont baissé de 15 centimes quand ils empochent 25 centimes de plus de taxes depuis la hausse des prix des carburants, mais on pourrait faire ça. On pourrait dire que puisque les sociétés d'autoroutes, en gros, prennent 20% de trop, on pourrait quand même baisser de 15. Voilà. C'est tout à fait. C'est-à-dire qu'au lieu de remplir le coffre de l'oncle Picsou tous les ans, peut-être que les sociétés d'autoroutes pourraient se permettre d'en lâcher un petit peu aux automobilistes. En tout cas, oui, puis on aurait une autre image de la société d'autoroute. Ouais, et puis vous savez ce qui est gênant, et je vais clôturer là-dessus, c'est que normalement, dans tout itinéraire autoroutier, il devrait y avoir un itinéraire bis qui permet de ne pas emprunter cette autoroute. Eh bien non, ça n'existe plus, notamment sur un projet d'autoroute. On est d'accord, ça existait. Voilà, mais plus maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont un monopole, et quand on est en situation de monopole, malheureusement, les gens payent. Je pense à l'axe Calais-Barcelone qui va emprunter la région Eure-et-Loire notamment pour aller jusqu'à Chartres et redescendre vers Tours. Eh bien cet axe qui est en projet autoroutier aujourd'hui va prendre une nationale pour la transformer en autoroute. Et comment font les gens derrière ? Ils font quoi ? Eh ben, il n'y a plus de route. Voilà. Donc il faudra payer. En tout cas, merci d'être intervenu, Franck, et d'avoir ouvert ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et bonne fin de week-end du côté de Poitiers. Franchi, c'est toujours bon. Merci, au revoir. Celle-ci, je ne l'ai pas vu arriver. Mon Pierre, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Ça roule. C'est promis. Voilà, en attendant, faites attention à vous. Et puis on vous retrouve, Pierre, évidemment, tous les matins du lundi au vendredi. À 6h17, il faut se lever tôt. Mais venez plus tôt, on est bien le matin sur Sud Radio, même très tôt. Et puis sur CNews. Et puis sur CNews, il faut basculer à 7h20. Mais juste le temps de vous voir et on revient sur Sud Radio. Non, faut pas le dire. Non, il faut allumer la télé et puis écouter la radio en même temps. On a deux oreilles, on peut quand même faire les deux. Bonne fin de journée à tous, bonne fin de week-end, au revoir.